Je reprends donc. Pour faire de l'homme une personne, il faut, comme le montre Paul Ricoeur, sur les pas de Max Scheler, il faut la capacité éthique de se reconnaître comme l'auteur véritable de ses propres actes. Cette capacité est ce que Ricoeur appelle l'imputabilité, et concept donc hérité de Scheler, de Max Scheler, et cette imputabilité a deux sens qui font intervenir la distinction sujet-objet. Il y a un sens subjectif et un sens objectif. Nous suivons donc ici l'analyse de Ricoeur reprenant l'analyse de Scheler, Max Scheler. Max Scheler, dans le grand livre intitulé Le formalisme en éthique, fondement d'une éthique matérielle des valeurs, de 1919, dont il existe, contre toute attente, une traduction française due à Maurice de Gandillac. Donc, l'imputabilité a deux sens. Premier concept schélérien et premier sens de l'imputabilité, le sens objectif. L'acte doit être attribuable à l'agent, c'est-à-dire que l'agent doit en être capable de cet acte. Cet acte doit pouvoir lui être attribué. Certains actes ne peuvent pas être attribués à n'importe quel agent. Il y a des actes qui ne peuvent être attribués qu'à un homme, et d'autres qui peuvent être attribués à d'autres vivants animés que l'homme. Donc ça, c'est le premier sens. L'acte doit pouvoir être attribué à un homme. Deuxièmement, le sens subjectif. L'agent doit être capable de s'attribuer à lui-même et de s'attribuer lui-même à lui-même, si vous préférez, cet acte. Voilà donc le sens objectif. L'acte doit être objectivement attribuable à l'agent, et d'autre part, du point de vue subjectif, l'agent doit être capable de se l'attribuer lui-même. C'est à cette condition-là que l'agent homme peut être considéré comme une personne humaine. Donc on a ici les deux concepts schélériens élaborés entre 1913 et 1916, n'est-ce pas? En gros, la Zurechnenbarkeit, attribuabilité d'un acte ou d'une conduite à un sujet agent, ça correspond à notre sens objectif de l'acte, en tant qu'il est donc attribuable à un certain type d'agent. Et d'autre part, on a la Zurechnungsfähigkeit, la capacité, Fähigkeit, l'aptitude à la Zurechnung. Donc la capacité, comme dit Scheler, donc, du sujet de s'attribuer à lui-même ses actes. Donc vous avez bien ça en tête, hein, donc, c'est important pour la suite. Zurechnbarkeit et Zurechnungsfähigkeit, attribuabilité de l'acte à un sujet agent, et d'autre part, capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes. De là, on peut tirer deux thèses générales. La première thèse générale est que la capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes peut être considérée comme une capacité subjective d'auto-attribution. On va utiliser cette terminologie. Donc, une capacité subjective d'auto-attribution qui réclame des actes attribuables objectivement
au sujet d'attribution. C'est la première thèse. Et la deuxième thèse, plus compliquée d'une certaine façon, et philosophiquement plus problématique, l'auto-attribution dont je parle va évidemment de pair, puisque nous sommes des humains, avec une hétéro-attribution, c'est-à-dire la capacité d'attribuer à autrui, sur la base d'une observation extérieure, l'observation d'un comportement, par exemple, les mêmes prédicats, les mêmes attributs que chacun s'attribue à lui-même ou à soi-même intuitivement en première personne. Alors, reprenons ces deux thèses générales. Nous avons donc deux problèmes philosophiques à traiter pour élucider ce qui fait de l'homme une personne dans la philosophie moderne. Premièrement, la capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes est une capacité subjective d'auto-attribution qui elle-même réclame des actes attribuables objectivement au sujet d'attribution. C'est ce que j'ai exposé, enfin brièvement décrit, en m'appuyant sur la distinction sujet-objet et sur les deux sens subjectif et objectif de l'imputabilité chez l'héros ricoeurienne, si je peux dire. Bon, maintenant, le deuxième problème, qui est un problème qu'on trouve tout particulièrement élaboré par Peter Strawson, qui est la relation entre auto-attribution et hétéro-attribution. L'auto-attribution, c'est ce que Strawson appelle en anglais, c'est probablement mieux en anglais qu'en français d'ailleurs, self-ascription. La self, à soi-même, ascription, attribution, ascription, attribution. Et l'hétéro-attribution est other ascription, attribué à quelqu'un d'autre. Bon, on essaie de former un concept abstrait, hétéro-attribution, enfin, other ascription en anglais est moins bizarre. En tout cas, quelle que soit la terminologie, le lien existant entre auto-attribution à soi-même, intuitivement, en première personne, et hétéro-attribution, attribution des mêmes prédicats, par exemple des états de conscience, à autrui sur la base nécessairement d'autre chose, à savoir du comportement d'une activité que l'on voit médiée par un corps, par une position dans l'espace, par toute une série de données qui sont d'un autre ordre que ce à quoi on a un accès privé et intuitif. Ça implique peut-être un raisonnement, c'est peut-être une connaissance inférentielle, qui sait, on verra. En tout cas, c'est un point extrêmement délicat que de lier auto-attribution et hétéro-attribution, puisque précisément, nous n'avons pas accès à ce à quoi l'autre, qui est mon semblable, ce que nous appelons autrui, bref, l'autre personne, nous n'avons pas accès à ce à quoi l'autre personne a accès précisément en tant que personne, à savoir intuitivement. Nous n'en connaissons rien, nous ne pouvons qu'observer un comportement. Donc là, on a un problème, si vous voulez, très simple d'une certaine façon et très difficile, un problème d'ordre. Est-ce que l'auto-attribution fonde l'hétéro-attribution? Self-ascription fonderait other-ascription? Donc, ou bien est-ce que c'est de l'autre que me vient la Zurechnungsfähigkeit, n'est-ce pas, la capacité d'attribution à moi-même de mes propres actes? Alors, évidemment, l'auto-attribution fonde l'hétéro-attribution, c'est la thèse qui semble aller de soi. Je suppose à d'autres, sur la base d'observations, des états mentaux que je connais en moi intuitivement.
j'ai une connaissance directe et intuitive de moi-même, si je puis dire, et je projette sur l'autre, d'une certaine façon, hypothétiquement, la même gamme, la même variété de capacités, aptitudes, activités mentales. Mais peut-être que ce qui semble aller de soi n'est pas nécessairement la bonne réponse à la question que nous posons. Peut-être qu'au fond, c'est de l'autre que me vient la capacité de m'attribuer à moi-même un certain type d'état mental. Les deux thèses existent dans l'histoire de la philosophie et nous allons évidemment commencer par la première, mais je viendrai tout à l'heure brièvement à la seconde thèse qui me paraît très importante et dont nous chercherons la trace ensuite dans les textes médiévaux. Vous voyez que j'ai choisi de faire des sortes d'allers-retours entre philosophie médiévale et philosophie moderne, mais pour faire un aller-retour, d'une certaine façon, il faut partir du lieu où l'on est. Le lieu où l'on va, c'est le Moyen-Âge, mais le lieu où l'on est, c'est ici quand même si par moments je me sens plus au Moyen-Âge que dans ma propre époque. Je ne peux pas vous demander ce type d'altération profonde de la personnalité, quand même. Ce n'est pas une condition nécessaire pour suivre cet enseignement. Donc je disais la semaine dernière que l'imputabilité était la condition que devait remplir a priori, j'insiste là-dessus, puisque c'est proprement une exigence conceptuelle. L'imputabilité était la condition que devait remplir le concept de sujet pour accéder à ce que j'appelais l'agence ou l'activité et pouvoir ainsi, pour le dire d'une formule, assumer le passage du quoi de l'attribution, correspondant au second sens de catégorein, au qui de l'action, correspondant au premier sens de catégorein. Vous vous rappelez donc qu'il y avait deux sens au mot verbe grec catégorein. Le premier sens historiquement attesté étant accuser quelqu'un de quelque chose et le second sens étant attribuer quelque chose à quelque chose. J'avais attiré votre attention sur ce que j'avais appelé un dispositif croisé, une inversion du trajet, considérant donc le trajet conceptuel du sujet moderne, en son moment décisif d'invention, par rapport au trajet historique et philologique du grec catégorein. Dispositif croisé, catégorein 1, sens originel du terme, accusé, devenant dans la philosophie moderne sous la plume de John Locke, dans l'essai sur l'entendement humain to impute, à quoi correspond à partir de ce moment un sujet dit d'imputation, l'homme individuel, la personne, le self. Mais vous voyez que j'ai indexé sujet correspondant à catégorie 1 d'un 2, parce qu'effectivement, c'est la seconde acception de sujet qui correspond à la première, historiquement, de catégorie 1. Il y a un croisement remarquable. Catégorie 2, de deuxième sens attesté dans l'histoire de la philosophie et du grec, et c'est le sens philosophique, à dire vrai, on l'a vu avec le texte de Johnson Barnes. Catégorie 2 attribué to attribute chez Locke correspond à ce qui est le sujet numéro 1 dans l'histoire du sujet de la subjectivité, à savoir le sujet d'attribution, l'homme, l'âme, l'esprit, le corps, pour évoquer tous les titulaires de cette fonction du sujet dans l'histoire de la philosophie. Donc passer du quoi au qui, c'était la formule que j'avais utilisée, c'est le problème que nous avons à essayer de tracer philologiquement, généalogiquement, archéologiquement.
la distinction du quoi et du qui nous intéresse dans la mesure où nous l'avons vu se formuler la semaine dernière en liaison avec l'émergence précisément de la consciousness, du self et de la person. Je ne parle pas anglais pour le plaisir, n'est-ce pas, mais parce que effectivement c'est sous la plume de Locke que ce trio, si je puis dire, s'articule explicitement. Consciousness, je vous avais rappelé les embarras du traducteur français de l'essai de Locke, Pierre Coste, qui risque d'abord consciosité. Self, on ne sait pas trop comment traduire ça, et finalement Pierre Coste proposera, je cite, le moi de M. Pascal. Que d'innovation, n'est-ce pas? Et bon, il n'y a qu'un terme qui n'est pas une innovation, c'est person, mais c'est malheureusement celui qui va réclamer le plus d'attention dans l'immédiat, puisque person est un terme judiciaire, dit Locke, comme nous l'avions vu la semaine dernière, un terme de barreau, et à ce titre, un élément fondamental dans l'archéologie du sujet agent moderne. Alors, c'est cette distinction du quoi et du qui que je viens de mettre laborieusement en place, là. Cette distinction du quoi et du qui nous importe pour un grand nombre de raisons philosophiques. On ne va pas les énumérer toutes, mais nous allons en voir au moins 3 et 2 immédiatement. À un premier niveau, je dis qu'une distinction nous importe philosophiquement, mais bon, c'est très vague comme énoncé. Ça fait pourquoi et de quoi est-ce que je parle exactement? Premier niveau. À un premier niveau, cette distinction du quoi et du qui de l'attribution et du qui de l'action et de l'imputabilité, elle renvoie à la sémantique de l'action. Elle renvoie à ce que Paul Ricoeur, encore lui, qui a consacré de belles études à la sémantique de l'action, elle renvoie à ce que Paul Ricoeur appelle le régime d'intersignification constitutif du jeu de langage de l'action. Quoi? Qui? Les questions qui et quoi relève, dit Ricoeur, du régime d'intersignification, c'est-à-dire que ces notions, ces questions s'impliquent mutuellement, sont liées les unes aux autres, entrent dans un réseau, constituent précisément un régime sémantique constitutif d'un jeu de langage qui est le jeu de langage de l'action. Bon, les questions qui et quoi, qui a fait quoi, relèvent d'un régime d'intersignification où nous rencontrons 2 autres questions. J'allais dire, ça va de soi, un autre couple, à qui a fait quoi, n'est-ce pas? J'ajoute, évidemment, comme vous y attendez, pourquoi et comment. Le pourquoi et le comment. Dans le langage ordinaire, ça nous vient tout seul, ce genre d'expression. Je voudrais connaître le pourquoi et le comment, ou bien il faudrait quand même savoir qui a fait quoi. Bon, qui a fait quoi? Bon, qui, quoi, pourquoi, comment. Voilà 4 questions qui, selon Ricoeur, relèvent de ce qu'il appelle le régime d'intersignification constitutive du jeu de langage de l'action. Il qualifie également ces questions de schémas conceptuels. Tous ces termes m'importent parce que je les utilise moi-même, je les retrouve moi-même, et pour une raison assez simple, c'est que je les emprunte à Ricoeur, schéma conceptuel dans lequel, pour l'archéologie du sujet, c'est très important d'avoir des bases sémantiques claires, n'est-ce pas? Alors, le schéma conceptuel dans lequel s'inscrivent toutes les notions, dit-il, qui, dans le langage ordinaire, se rapportent à l'action humaine. Qui, quoi, pourquoi, comment. Et enfin, et là ça m'intéresse encore plus parce que c'est une formule véritablement non plus seulement sémantique mais philosophique et quasi kantienne,
ces questions dessinent le réseau conceptuel. Ce n'est plus seulement le régime d'intersignification, ce n'est plus seulement un schème conceptuel, c'est un réseau conceptuel qui constitue, dit Ricoeur, le transcendantal de tout discours sur l'action. Alors, comme ces notions sont un peu difficiles, je vous les mets au tableau de manière qu'elles s'impriment dans votre esprit. Alors, un réseau conceptuel qui ne doit pas être tenu pour ce qui n'est pas, à savoir un simple relevé d'expressions idiomatiques, parce qu'après tout, on pourrait dire, écoutez, c'est comme ça en français, qui, quoi, pourquoi, comment. Il pourrait y avoir des langues où cela ne serait pas. On peut dire, d'accord, on trouve ça en anglais aussi, etc. Mais vous nous donnez pompeusement, sous le titre de réseau conceptuel, un simple relevé d'expressions idiomatiques propres à une langue, donc. Par exemple l'anglais ou le français. Eh bien, ce que soutient Ricoeur, vous pouvez le discuter, mais c'est ce qu'on verra, mais ce que soutient Ricoeur, c'est que ce réseau conceptuel, pris dans son entier, c'est-à-dire pas seulement qui et pas le reste, pas seulement quoi et pas le reste, mais qui, quoi, pourquoi, comment, ce réseau pris dans son entier mérite, dit-il, d'être tenu pour le transcendantal de tout discours sur l'action, c'est-à-dire la condition de possibilité a priori de constitution de n'importe quel discours ayant trait à l'action, dont notamment ce qu'il appelle, alors ça peut faire hurler, mais enfin, il y a un transcendantal pour ces deux sciences, les sciences psychologiques du comportement, dit-il, d'une part, et les sciences sociales de la conduite, d'autre part. Oui, alors, on confie beaucoup à la sémantique de l'action, même le soin de rendre compte de ce qui fonde conceptuellement les sciences psychologiques du comportement et les sciences sociales de la conduite. Ce serait très intéressant, nous n'avons pas le temps à l'instant, mais j'y reviendrai en séminaire une autre fois, distinguer comportement et conduite d'ailleurs, mais bon. Second niveau, en quoi est-ce que cette distinction du quoi et du qui, en liaison avec l'émergence de la consciousness, du self et de la person, nous intéresse, nous, archéologues du sujet agent. Second niveau, la distinction du quoi et du qui s'inscrit dans la série des questions qui constituent ce que j'appelle le dispositif de l'identité personnelle. Ce sont notamment ces deux questions, qui est quoi et qui, cette distinction des questions, quoi et qui, que reprend Erik Olson dans le très intéressant et très important article de la Stanford Encyclopedia of Philosophy intitulé Personal Identity, l'identité personnelle, selon M. Olson, Erik Olson. La première et la sixième des questions qui constituent, selon lui, le dispositif d'enquête nous permettant de sonder ce qu'il en est du concept d'identité personnelle. Cette première et cette sixième question, il y a tout un dispositif, sont les questions que vous avez maintenant sous les yeux. Who am I et what am I? Qui suis-je? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un, someone, quelqu'un, la personne qu'il est? Souligner quelqu'un. C'est intéressant le vocabulaire
l'identité personnelle. Il y a eu un western spaghetti qui s'appelait Son nom est personne. Son nom est personne. Mon nom est personne. Merci. Mon nom est personne. Et comment dire ça en anglais? C'est nobody. Ou no one. Je trouve très intéressant. Bon, personne, ça se dit soit no one ou nobody. Bon, pourquoi? Langue, je vous disais, là, c'est quelques jours, la langue parle. On va retrouver tout cela philosophiquement. Hein. L'un, le quelque chose, le non quelque chose, la personne, etc. Alors, qu'est-ce qui fait de quelqu'un la personne qu'il est? Qu'est-ce qui vous rend unique en tant qu'individu et différent des autres? Question, what am I? Que? Quelle sorte de chose, métaphysiquement, sommes-nous, vous et moi, n'est-ce pas? Nous et les autres, personnes humaines, les autres, human people. De quoi suis-je fait? Suis-je entier? Non, de quoi suis-je fait, n'est-ce pas? De quoi suis-je, moi, fait? Suis-je entièrement fait de matière? Ai-je des parties? Et lesquelles? Suis-je une substance? Un processus, un événement, ou pourquoi pas rien du tout. Perhaps, peut-être ne suis-je rien du tout. Vous avez toutes les questions qui se posent, comme on dit. Si nous sommes faits de matière, de quelle matière s'agit-il? Quelles sont nos limites spatiales? Qu'est-ce qui détermine ces limites? Est-ce que nous sommes des substances métaphysiquement, des étangs, des êtres métaphysiquement indépendants? Ou est-ce que chacun de nous est plutôt un état ou un aspect de quelque chose d'autre? Ou peut-être une sorte de processus? Ou peut-être un événement? Ou même, dit Olson, there's even the paradoxical view that there is nothing that we are. We don't really exist at all. Alors, cette vue paradoxale, n'est-ce pas? Il n'y a rien que nous sommes, que nous soyons. There is nothing that we are. We don't really exist at all. Nous n'existons pas réellement du tout. Alors, curieusement, Olson place cette thèse, il n'y a rien que nous soyons, there's nothing that we are, sous le patronage de Wittgenstein. Et il renvoie précisément au Tractatus 5.631, où, curieusement, et pour nous c'est très intéressant pour l'archéologie du sujet, Wittgenstein ne parle pas de nous, mais parle du sujet, et dit très exactement et seulement ce que vous avez sous les yeux, das denkende, vorstellende Subjekt gibt es nicht. Le sujet pensant, le sujet représentant, cela, il n'y en a pas. Bon, alors en français, il n'y a pas de sujet pensant ou représentant. Donc c'est déjà une chose à noter. Et ce qui est encore plus notable, c'est que dans le très bel article donc, de Olson, le mot subject n'intervient jamais. Il y a une élision du sujet, le sujet a disparu au bénéfice de la personne dans la considération actuelle, moderne, contemporaine du problème de l'identité personnelle tel que le présente Olson.
Le mot subject n'intervient qu'une fois dans l'état actuel de la notice de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui, comme vous le savez, est réécrit souvent, n'intervient qu'une fois dans la bibliographie, dans le titre d'un livre de Loeb, Subjects of Experience. Bon, c'est une seule fois le mot sujet. Donc il est tellement évacué, le mot sujet, si je puis dire, que même la citation de Wittgenstein, qui contient explicitement subject, est citée d'une manière telle que sujet n'apparaît plus. Bon, à un troisième niveau, proprement archéologique, la distinction du quoi et du qui, telle qu'elle est abordée ici et maintenant, aujourd'hui, renvoie à une distinction que fait Heidegger dans un texte très important, un cours du semestre d'été 1927 donné à Marburg. Heidegger, en gros, oscille entre Marburg et Freiburg dans ses postes successifs. Et le cours du semestre d'été 27 donné à Marburg, intitulé Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, je reviendrai sur ce titre dans un instant, ce cours de 1927, c'est l'année de publication de Sein und Zeit. Et à bien des égards, le cours Grundprobleme der Phänoménologie nous donne accès au contenu partiel de la partie manquante de Sein und Zeit. Bon, alors, la distinction du quoi et du qui nous intéresse dans la mesure où elle renvoie à la distinction que fait Heidegger dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie. C'est un apax, c'est-à-dire il n'a employé cette formulation et renvoyé à ces distinctions qu'une fois dans son œuvre, pour autant qu'on puisse en juger à l'heure actuelle. Donc, dans ces grands problèmes de la phénoménologie, je vous disais qu'il fallait faire une observation sur ce titre. C'est la deuxième fois que Heidegger donne un cours sur ce sujet. Donc, semestre d'été 27 à Marburg. Il en avait déjà donné un cours sur ce sujet avec le même intitulé, Grundprobleme der Phänoménologie, en 1919-1920 à Freiburg. Donc vous voyez, c'est à deux reprises qu'il est intervenu sur cette question des problèmes fondamentaux de la phénoménologie. Alors, la distinction sur laquelle je veux maintenant attirer votre attention est la distinction entre Washeit et Wahrheit. Littéralement, Washeit, quiddité, pourrait-on dire, et Wahrheit, quicité, en passant par le latin. Washeit et Wahrheit. Voici le texte dans la traduction donc, de Jean-François Courtine chez Gallimard, Paris. Là, sous le titre Problèmes fondamentaux de la phénoménologie. La réalité, entre parenthèses, realitas ou quidditas. Alors, vous voyez qu'on est tout de suite que, par rapport aux distinctions que nous avions faites, vous voyez que réalité, realitas ou quidditas, ça ne doit pas normalement vous faire penser à ce que nous avions appelé réalité effective, bien au contraire. La réalité, realitas ou quidditas, est ce par quoi on répond à la question quid est res? Qu'est-ce que cette chose? De quoi s'agit-il? Maintenant, Heidegger, qui s'intéresse évidemment à l'étant que nous sommes nous-mêmes, nous les humains, qu'il appelle le Dasein, l'être là, l'étant que nous sommes nous-mêmes, le Dasein, comme il apparaît immédiatement, ne peut jamais être visé comme tel à travers la question « qu'est-ce que ?» Nous ne trouvons accès à cet étant, donc l'étant que nous sommes nous-mêmes, ce que je suis moi-même.
je n'y ai pas accès en posant la question « qu'est-ce que je suis ?» mais la question « qui ?» Nous ne trouvons accès à cet étang, à ce Dasein, cet étang que nous sommes nous-mêmes, qu'en demandant « qui est-il » ? Qui es-tu ? Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Ce n'est pas la quiddité, mais s'il est permis de forger un terme pareil, la Wehrheit, Wer, qui, Heit, ité, qui ité. Alors la qui ité, on comprend que Courtine hésitait devant la qui ité et fait le détour par le latin quis, pour créer cette quicité, la quicité qui appartient à la constitution du Dasein. La Wehrheit appartient à la constitution de l'être là, du Dasein. La réponse à la question « qui » ne donne pas une res, mais un je, un tu, un nous. Je ne suis pas une chose, tu n'es pas une chose, nous ne sommes pas des choses. Heidegger ne dit pas l'homme n'est pas une chose, mais je, tu, nous. Je ne suis pas, tu n'es pas, nous ne sommes pas des choses. Le mode d'être des choses n'est pas celui de l'étang que nous sommes nous-mêmes, l'étang que Heidegger désigne comme être là, Dasein, l'étang que nous, le Dasein, l'être là, que nous sommes à chaque fois nous-mêmes. On va revenir sur cette expression, le Dasein que nous sommes à chaque fois nous-mêmes. Le mode d'être des choses est ce que Heidegger appelle le Vorhandensein et la Vorhandenheit. Vorhandensein, l'être sous la main, l'être à portée de main, Vorhandensein. Vorhandenheit. L'être sous la main. Ceci est à portée de main, ceci tombe sous la main, ceci peut être pris en main. C'est du Vorhandensein. L'être sous la main, c'est la traduction d'Emmanuel Martineau dans la traduction qui circule depuis longtemps de être étant, Sein und Zeit. Jean-François Courtine a choisi une autre traduction pour Vorhandensein et Vorhandenheit et il rend cela par être subsistant et subsistance. Le mode d'être de la chose entendu comme Vorhandenes, c'est comme présent subsistant, n'est-ce pas? Vorhandenes, c'est du présent subsistant. Bon, il fait entendre une dimension temporale là-dedans. Bon, chaque traduction a son mérite et ses défauts. Aucune n'est parfaite, à dire vrai. Être sous la main déconcerte un peu. Être subsistant et subsistance posent des problèmes parce que, et Courtine le sait bien, lui qui est un des grands spécialistes de ces auteurs-là, de la philosophie autrichienne notamment, on va rencontrer le mot subsistance pour précisément penser une région de l'être qui ne soit pas celle de l'existence. Donc, c'est très compliqué. Alors, en tout cas, gardez en tête le mot allemand, d'une certaine façon, parce que c'est la meilleure manière peut-être de ne pas, au fond, se lancer dans toute une série d'équivoques dont on ne sortira pas indemne. À quoi s'oppose cette Vorhandenheit ? Elle s'oppose à la Gemeinigkeit ou miente, anglais meineness, une expression dont il est un peu trop tôt pour parler à ce stade de la réflexion. Mais vous avez ici
le sens de je Meinigkeit, ce qui est à chaque fois mien. Le Dasein, que nous sommes à chaque fois nous-mêmes, se caractérise par la mienneté. L'être là, le Dasein, que je suis à chaque fois moi-même. C'est le chaque fois qui pose évidemment un problème, et Heidegger crée un concept d'une certaine manière pour exprimer cela. Ce qui est à chaque fois mien, la propriété de ce qui est à chaque fois mien. Bon, alors vous voyez, distinction entre Vorhandenheit et Jemeinigkeit. Après la remarque que nous avions faite il y a quelques semaines sur l'expression « l'être en effet » chez Willer, le premier introducteur de Kant en français. L'être en effet. Pointant, lorsque nous avions fait ces remarques, sans entrer dans le détail, une différence entre réalité et Wirklichkeit. Vous vous souvenez de cela? Réalité et réalité effective chez Kant. Nous sommes maintenant à même, disons, après cette remarque, de voir l'intérêt, peut-être de clarifier du point de vue archéologique, la différence fondamentale que marque Heidegger dans son cours de 27 sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, autrement dit, la différence entre essence et ce qu'il appelle deux sens d'existence. Ça se complique. La différence entre essence et deux sens du mot existence, liée précisément à la distinction entre quiddité, Washeit, et quicité, Wahrheit. Nous avons tous entendu parler, en philosophie, de la différence entre essence et existence. Pour Heidegger, cette différence articule ce qu'il appelle la thèse de l'ontologie médiévale, la différence entre essence et existence, issue, selon lui, d'Aristote. Voilà la thèse de l'ontologie médiévale, que je note T2, pour la bonne raison qu'il y a 4 thèses qu'on va énumérer dans un instant. La thèse de l'ontologie médiévale. Zur Seinsverfassung eines Seienden gehören das Was-Sein und das Vorhandensein. Was-Sein essentia, Vorhandensein existentia. Le ce que c'est et l'être sous la main, das Was-Sein, et das Vorhandensein, et l'être sous la main ou l'être subsistant, selon que vous choisissez la traduction Courtine ou la traduction Martineau, appartiennent à la constitution d'être, Seinsverfassung, qu'on traduit souvent par constitution ontologique d'un étant. En latin, l'essentia et l'existentia appartiennent à la constitution ontologique d'un étant. Mais notez Was-Sein et Vorhandensein. Je note cette thèse T2 parce que c'est l'une des 4 thèses traditionnelles sur l'être qui sont examinées dans les Grundprobleme der Phänoménologie. Les 3 autres thèses traditionnelles sur l'être dont Heidegger va vouloir faire la destruction et opérer la déconstruction pour accéder précisément à la sphère de la phénoménologie. Je reviendrai sur ces termes de déconstruction. Ça, on a le temps, puisqu'on a dit que même on déconstruirait la déconstruction. Donc, bon, prenons notre temps. 4 thèses traditionnelles sur l'être. Voilà les 3 autres, puisque T2, c'est la thèse de l'ontologie médiévale. La première thèse traditionnelle sur l'être, c'est la thèse kantienne. L'être n'est pas un prédicat réel. Heidegger va commenter cette thèse kantienne dans ses Grundprobleme en premier.
c'est la thèse dont tout dépend dans sa démarche. Vous connaissez tous et toute la phrase « l'existence n'est pas un prédicat ». C'est la thèse qu'on attribue à Kant. Kant aurait dit « l'existence n'est pas un prédicat ». On a tous appris ça pour le bac. Enfin bon. Eh bien non, il n'a pas dit ça. Il a dit « l'être n'est pas un prédicat réel ». Si vous faites sauter le mot « réel », eh bien vous n'avez plus la thèse de Kant. L'être n'est pas un prédicat réel. On y reviendra. Deuxième thèse traditionnelle, c'est la thèse médiévale. Troisième thèse, la thèse dite de l'ontologie moderne. Les modalités fondamentales de l'être sont l'être de la nature, entre parenthèses, res extensa, et l'être de l'esprit, entre parenthèses, res cogitans. Et enfin, il y a la quatrième thèse, traditionnelle sur l'être, la thèse de la logique, ce que Heidegger appelle encore en 27 la thèse de la logique. La thèse de la logique est la suivante: tout étant, quel que soit son mode d'être respectif, peut être abordé et discuté grâce au ist, au est, c'est-à-dire l'être de la copule. On reviendra sur ces thèses. Et on va y revenir d'une certaine manière tout le temps, puisque d'une certaine façon, les thèses traditionnelles sur l'être, c'est ce à quoi a affaire, bien évidemment, une archéologie du sujet. Et on ne peut pas les contourner. Mais notez ceci, l'ordre n'est pas chronologique. On commence par la thèse kantienne. Kant vient avant Descartes. Kant vient même avant le Moyen-Âge. Kant vient avant Descartes. C'est fondamental, c'est important, c'est capital pour l'histoire de ce que j'ai appelé l'invention du sujet cartésien. Rappelez que j'ai défini la mort de l'homme comme le dernier épisode de l'invention du sujet cartésien. L'invention du sujet cartésien, eh bien précisément, elle commence avec Kant. Le sujet cartésien, comme on le verra, c'est le sujet kanto-cartésien, tel que la philosophie moderne, depuis probablement Fichte et à coup sûr Schelling, se représente le sujet et la subjectivité. Notez deuxièmement que le mot Wahrheit, quicité, forgé par Heidegger, existe en latin. C'est le mot quicitas. On en connaît. Alors, je ne vous dis pas que c'est un mot qu'on rencontre à toutes les lignes de tous les traités de philosophie médiévaux. Mais on en connaît au moins une attestation dans une question d'un certain Jean de Perchor, P-E-R-S-H-O-R-E, qui date des années 80 et cette question a été sauvée de l'oubli, où son auteur lui-même s'est trouvé englouti, parce que qui connaît Jean de Perchor, à part Alain Bourreau, notre excellent collègue de l'EHSS, qui a donné une édition des Quodlibeta de Vital Dufour qui contient un abrégé des questions de Jean de Perchor. Eh bien, c'est dans cet abrégé des Quodlibeta de Jean de Perchor par Vital Dufour qu'on trouve jusqu'ici ce qui est l'unique attestation de l'expression quicitas. Et voici, dans le beau livre intitulé « De vagues individus », Alain Bourreau, voici, page 296, une traduction française du texte de Jean de Perchor et les remarques que fait à ce sujet Alain Bourreau, remarques d'Alain Bourreau, de même qu'une quidditas de l'espèce demeure quand les différences spécifiques disparaissent, de même les différences individuelles constitutives de l'espèce peuvent disparaître en laissant derrière elles une quicitas. Jean de Perchor s'explique cette étonnante création lexicale. Et voici la citation de Jean de Perchor en français. À la question « quoi ?» quid posée à propos d'un individu, on répond « un homme ». Quoi est Socrate? Un homme. Qu'est-ce que Socrate? Un homme. Mais à la question qui? Quis?
On ne fait pas cette réponse, et même ne lui convient aucun accident des 9 prédicats en plus de la substance, mais seulement le nom propre ou quelque chose qui lui soit propre. Qui est-il? Il est Pierre. Voilà le texte qui explique et justifie la création de ce mot étonnant de quicitas en 1280. Donc vous voyez que Heidegger, qui ignore évidemment complètement cela, puisque c'est à ma connaissance Alain Bourreau qui a attiré pour la première fois l'attention là-dessus, Heidegger qui ignore cela crée un mot qui d'une certaine façon existait déjà en latin et qui apparemment est aussi un hapax. Donc c'est apparemment, hein, mais ça on ne peut jamais jurer de cela avec le latin médiéval. Donc, dire que le Was-Sein et le Vorhandensein, le ce que c'est et l'être sous la main, appartiennent à la constitution ontologique de l'étant que nous ne sommes pas nous-mêmes, à savoir à la constitution ontologique des choses, signifie que la distinction médiévale entre l'essentia et l'existentia reste interne à la sphère du quoi, autrement dit de la quidité, à l'extérieur de la sphère du qui ou du quis, à l'extérieur de la quicité, ce qui veut dire que le mode d'être de l'étant que nous sommes, nous, à chaque fois nous-mêmes, le mode d'être du Dasein, de l'être là, ne sera pas, ne peut pas être, n'a jamais été, nous dit Heidegger, l'existentia des médiévaux. Mais ce que Heidegger appelle désormais en allemand Existenz. Donc il va opposer l'existentia médiévale, qui est un mode d'être des choses dans la sphère du quoi, à l'existence, qui est un mode d'être de l'être que nous sommes, nous humains, du Dasein que nous sommes à chaque fois nous-mêmes, et qui relève de la sphère du qui et pas du quoi. Il faut donc distinguer existentia et existence, et du coup, il faut distinguer, au-delà de la distinction kantienne entre réalité et Wirklichkeit, reprise chez Hegel, réalité, réalité effective, il faut ajouter à réalité et réalité effective existence. Et vous obtenez ce tableau qui vous donne une vue complète sur le vocabulaire de l'être. Si nous méconnaissons ces distinctions, nous n'avancerons pas dans l'archéologie du sujet. Realität, Wirklichkeit, ça c'est la terminologie traditionnelle de la philosophie. J'y ajoute, parce que Heidegger le fait, existence. Retraduit dans le langage qu'utilise Heidegger et qui correspond en partie au langage de Kant, Realität, qui est un mot français ou latin, germanisé, ça peut se dire en allemand, Sachheit. Donc vous avez Sachheit, Wirklichkeit, Existenz, réalité, réalité effective, existence. Aux deux premières expressions, aux deux premiers mots, Realität, Wirklichkeit, Sachheit, Wirklichkeit, réalité, réalité effective, correspondent les termes latins que j'ai mis en dessous, essentia et existentia, quidité et quodité, quiditas et anitas, quid est, an est, was sein et das avec un sz, das sein. Vous voyez que la partie correspondant à existence ou existence est restée en blanc. Il n'y a rien dans la tradition philosophique qui corresponde à cela, puisque Heidegger soutient que c'est lui qui, d'une certaine façon, introduit enfin et pour la première fois la considération de l'existence comme le mode d'être de l'étant, le Dasein, que nous sommes à chaque fois nous-mêmes, caractérisé donc par la Gemeinigkeit et non pas par le
Vorhandensein ou la Vorhandenheit. Donc, Realität, le terme de Kant, et Sachheit, le calque allemand de Realitas, sont synonymes. Tous deux s'opposent à Wirklichkeit. Sachheit et Wirklichkeit correspondent à l'essentia et à l'existentia d'une chose, d'une res, à sa quiddité, ce qu'elle est, et à sa quodité, comme le dira Heidegger dans un texte ultérieur de 1941 notamment, c'est pas mal comme lapsus. Alors, c'est malheureusement pas la première fois que je le fais, mais je le crains la dernière. La quodité, donc d'un côté, ce que la chose est, was sein, quid est, qui donne quidditas, et d'autre part, la quodité, le fait que la chose est, quod est, le fait qu'elle est, das sein, das signifiant que, le fait que elle est. Donc, le Dasein donne en français quodité. Il n'a pas d'équivalent latin direct. Il n'y a pas le terme latin quoditas, à ma connaissance, n'est-ce pas? Bon, cherchez, peut-être qu'Alain Bourreau va le trouver. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Ce que nous avons à la place, c'est anitas, qui, évidemment, correspond à la question est-ce que cela existe? Enfin, est-ce que cela est? Tandis que quid est correspond à qu'est-ce que c'est. Donc d'une chose, on demande qu'est-ce que c'est, et on peut demander aussi est-elle. La question an est, a donné l'abstrait anitas. Et là, on trouve par exemple dans la traduction latine de textes de Maïmonide ou d'Avicenne, revus et corrigés, si je puis dire, enfin cités par Maître Eckhart, par exemple, dans son grand commentaire du livre de l'Exode, la quiddité de Dieu n'est rien d'autre que son anité. Quidditas Dei est anitas. Sa quiddité, c'est d'être. C'est qu'il est. Voilà. Alors, si essentia et existentia désignent les choses en leur être, ce qu'elles sont et le fait qu'elles sont, la traduction d'essentia par réalité et d'existentia par réalité effective qui permet de réserver existence à l'étant que nous sommes à chaque fois nous-mêmes, montre à quel point la traduction sartrienne du Dasein par réalité humaine dans l'être et le néant est malheureuse. On ne pouvait pas tomber plus mal qu'en traduisant Dasein par réalité humaine. Notamment quand Sartre écrit, alors tout est juste sauf ça, n'est-ce pas? dans ce qu'il écrit, que la mort étant devenue la possibilité propre du Dasein, avec Heidegger, l'être de la réalité humaine se définit comme Sein zum Tode, être pour la mort. Vous avez ce beau passage de L'être et le néant. Malraux, dans Les Conquérants, montre que la culture européenne, en donnant à certains Asiatiques le sens de leur mort, les pénètre soudain de cette vérité désespérante et enivrante que la vie est unique. Il était réservé à Heidegger de donner une forme philosophique à cette humanisation de la mort. Si, en effet, le Dasein ne subit rien précisément parce qu'il est projet et anticipation, il doit être anticipation et projet de sa propre mort comme possibilité de ne plus réaliser la présence dans le monde. Ainsi, la mort est devenue la possibilité propre du Dasein, l'être de la réalité humaine se définit comme Sein zum Tode. C'est une expression particulièrement malheureuse puisque l'existence, existence, est précisément tout sauf réalité. Elle est le mode d'être d'un étant, le Dasein, qui, pour parler simplement, se définit de n'être pas une chose. L'être d'une réalité ne saurait se définir comme être pour la mort. Seul l'être du Dasein, qui est à chaque fois le mien, peut être défini comme Sein zum Tode, être pour la mort, sur quoi nous reviendrons. Mais pour conclure aujourd'hui, on peut, je dirais, représenter ainsi
le dispositif général de la quiddité et de la quicité. Vous avez l'être, vous avez deux questions, quoi et qui. Vous avez une réponse à la question quoi, qui est chose, res. Vous avez une réponse à la question qui est je, tu, nous. La question quoi nous donne accès à une distinction entre Washeit et Vorhandenheit dans la langue de Heidegger, mais quiddité et subsistance, c'est-à-dire Vorhandenheit, traduction courtine, essentia, existentia, les deux concepts fondamentaux de la philosophie médiévale, d'une certaine façon, Was sein et das sein, qu'on peut renvoyer à la distinction entre quiddité et quodité. D'autre part, la question qui nous donne accès à une différence tout à fait claire et qui fait le pendant pour je, tu, nous de ce que sont la Washeit et Vorhandenheit pour la chose. Nous ne sommes pas des choses, alors ce qui va entrer dans la constitution ontologique de l'être que nous sommes à chaque fois nous-mêmes, c'est ce que nous allons essayer de capter en utilisant les expressions Wahrheit, quicité et existence. Donc si, et je termine là-dessus, si l'on veut prendre la mesure de la distinction de l'essentia et de l'existentia dans l'histoire de la philosophie antique, médiévale, classique, prémoderne, early modern et moderne, eh bien, si l'on veut prendre la mesure de la distinction entre ce qu'on appelle essentia et existentia au Moyen-Âge, archi rebattue, mais jamais comprise vraiment, eh bien, il faut, dit Heidegger, montrer positivement en quel sens chaque étant peut être interrogé en direction de son quid, mais aussi en quel sens un certain type d'étant doit nécessairement être abordé à travers la question qui. Ce n'est qu'à partir de là que le problème de la distinctio d'essentia et d'existentia révélera toute sa complexité. La question ne concerne pas simplement le rapport de la Washeit et de la Vorhandenheit, de la quiddité et de la subsistance, mais encore celle de la Wahrheit et de l'existence, de la quicité et de l'existence, au sens que nous avons donné de mode d'être de l'étant que nous sommes nous-mêmes. Donc c'est à cela maintenant qu'on va devoir s'atteler provisoirement pour avancer dans cette reconstitution de l'histoire du sujet agent, entendre mieux que nous ne l'avons fait jusqu'ici et pour le moment, ce qu'il en est de cette question qui, de cette Werkfrage, en tant qu'elle assume une dimension qui n'a jamais été reconnue comme telle dans l'ontologie traditionnelle, celle de l'existence, à bien distinguer de l'essentia et de l'existentia. Voilà, merci beaucoup.